Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau webinaire. Ça nous fait extrêmement plaisir que vous veniez particulièrement nombreux. Je me permets juste une toute petite page de pub, entre guillemets. Vous êtes chez Fluo, je me permets de nous présenter. Alors, on est un collectif d'experts en organisation produit. On accompagne les organisations dans leurs évolutions à passer d'un modèle très orienté solution à un pilotage par l'impact. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucille et Jean-Christophe. Et je vous propose de vous présenter, les amis. Lucille? Bonjour à tous, moi je suis Lucille Lenné, Senior Product Manager. Ça va faire 12 ans que je fais ce métier. J'ai commencé dans le milieu, on va dire, des produits physiques, puisque j'ai travaillé chez Bosch ou Metabo, par exemple. Et j'ai atterri dans la tech il y a environ une dizaine d'années. Gros coup de cœur que je ne regrette absolument pas. Très très beau métier, coup de cœur pour moi. J'y ai même rencontré mon compagnon et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de différentes problématiques. À toi, JC. Salut, moi je suis Jean-Christophe Pagès, je suis coach agile et Scrum Master senior. Alors moi je bosse en freelance, j'interviens chez des clients qui ont besoin de résultats, qui ont besoin d'impact, qui ont besoin vraiment de sortir du train-train. Et mon pouvoir, moi, c'est vraiment de réconcilier les équipes produits avec les équipes tech. L'idée, c'est de les rendre plus performantes, de les rendre plus adaptables et surtout d'aller construire des produits qui cartonnent derrière. Mon deuxième truc, c'est que je suis aussi PST, je suis Professional Scrum Trainer français, donc chez scrum.org, voilà. Et puis, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. Ouais, donc Bien suivez-moi appliqué. là-dessus. Ouais, j'aide pas mal les PO, les PM, j'apporte du contenu là-dessus, donc pour qu'ils créent vraiment C'est à toi de la pour tout valeur. ça. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Christophe, Vas-y pour ce Nico. contenu de qualité. Et enfin, Nicolas Poitelon, votre serviteur du jour. Donc, je suis coach agile et spécialisé des organisations produits à l'échelle. Ça fait 20 ans que je suis dans les organisations IT et produits et j'ai passé 7 ans chez Mythic comme responsable de cette transformation. Voilà pour les petites présentations. Je vous propose d'enchaîner à ce que je vais dans le bon sens. Exactement. Sujet du jour. Comment hacker son rôle de POPM? C'est un sujet qu'on retrouve et un débat qu'on trouve régulièrement. Il y a différentes approches. On a encore vu récemment sur LinkedIn qu'on proposait des responsabilités associées à l'un ou à l'autre. Pourtant, il y en a qui disent c'est un rôle, c'est un métier. On voulait un peu expliquer, rentrer dans les détails ce que ça pouvait dire, les conséquences que ça pouvait avoir et d'expliquer pourquoi on dit qu'il y en a un, c'est un métier et un rôle. Et surtout, ça c'est un peu la théorie qui nous permet de nous dire dans un monde idéal, ça serait cool de travailler comme ça, mais dans la réalité de nos organisations, ça se passe pas toujours comme ça. Et ce qu'on voulait faire avec vous, c'est suivant un certain nombre de problématiques qu'on a notées, de pouvoir vous proposer des hacks, c'est-à-dire des moyens de sortir un peu du cadre entre guillemets qu'on vous impose pour aller un peu plus loin vers des choses qui vous permettraient voilà, d'évoluer et de prendre un peu plus entre guillemets, de responsabilité. Et donc, on voulait commencer par la réalité du terrain. Bon, bah, pour parler de la réalité du terrain, moi, pour commencer, je vais faire un petit retour en arrière parce que visiblement, c'est quelque chose d'assez méconnu, mais peu de gens le savent. Mais petit retour en arrière, est-ce que tout le monde sait d'où vient le product management? Et je sais que la réponse est non, donc je vais l'expliquer. En fait, c'est une discipline qui trouve ses racines dans les années 30, puisque c'est Procter et Gamble qui a créé du coup le concept de product manager. Au début, ça s'appelait un brand manager, parce que chaque personne était responsable de la catégorie de son produit. Et ça a été repris dans les années 80-90 par le milieu de la tech, et essentiellement chez HP et Microsoft. Ensuite est arrivée l'agilité avec le rôle de product owner qui est arrivé ainsi que de Scrum Master. JC, petit clin d'œil pour toi. Et comme l'agilité, c'est devenu un effet de mode, c'est aussi devenu, si je puis dire, une énorme machine en fait à cash, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu passer sur l'agilité parce que c'est devenu la mode, que tout le monde en parlait, que beaucoup de grandes entreprises ont commencé à faire de l'agilité, à prendre ce framework-là, et en grande partie le framework Scrum dont tu vas parler, JC, plus tard. Mais en gros, tout le monde a voulu des PO parce que ça faisait partie de ce framework-là. Et à partir du moment où tout le monde a voulu des PO, ça a été, entre guillemets, si je puis dire, le concept de prendre des PO pour mettre tout et n'importe quoi dedans. Que ce soit du produit, que ce soit des chefs de projet, que ce soit du PMM. Dans le PO, on retrouve à peu près tout. Et c'est ça qui est un petit peu problématique dans ce qui se passe à l'heure actuelle dans la tech. C'est que dans le product owner, on retrouve des gens qui font tout et n'importe quoi. Donc l'agilité,
Il y a eu des bénéfices, hein, on va pas se mentir. Ça a permis aux entreprises de mieux s'adapter aux besoins des utilisateurs. Ça a favorisé la collaboration entre beaucoup d'équipes et surtout avec les équipes techniques qui avaient tendance à être un petit peu mises de côté. Ça a structuré les pratiques du product management plus ou moins bien et professionnalisé beaucoup de nos métiers. Comme Scrum Master et PO qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années, si je puis dire. Par contre, ça a donné quelques dérives, puisqu'on a eu des transformations agiles un peu superficielles. On applique Scrum sans comprendre les principes. On en prend juste un peu les cérémonies, mais il n'y a pas vraiment d'agilité derrière. Il y a des explosions de frameworks et de certifications qui s'éloignent en fait du bon sens produit et du bon sens de l'agilité. Et il y a une segmentation excessive des rôles, avec des PO qui sont cantonnés à de la gestion de backlog, des proxy PO qui sont réduits au rôle un peu de secrétariat sans véritable ownership sur le produit. Et c'est bien là un petit peu le problème. Et c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Donc, si vous qui êtes là et qui nous écoutez, vous êtes product owner, mais que la seule agilité, c'est votre chat qui l'a, que vous n'êtes pas product et que vous n'avez pas d'ownership, et ben nous, on va être là pour vous aider là-dessus. JC, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, mais écoute, comme tu as dit, effectivement, en fonction des organisations, bah, les PM, les PO sont organisés d'une certaine façon. Des fois, tu retrouves le PM qui est le chef du PO, des fois le PM qui bosse avec le PO, des fois le PO qui est au-dessus du PM. Bref, il y a tout un tas d'essais qui sont faits dans des organisations. Il y a des choses bien, il y a des choses beaucoup moins bien. On le verra quand on discutera. Mais aujourd'hui, on va rester volontairement agnostique dans les approches. On va pas pointer du doigt un cadre de travail. Attention, il a le PM au-dessus du PO, c'est pas bien, machin, machin. On va éviter ça. Par contre, je me permettrai peut-être dans la question suivante de vous rappeler un petit peu la vision de Scrum qu'il y a eu derrière le PO. Pourquoi justement Scrum a mis en place le PO et qu'est-ce qu'on attend d'un PO derrière ça et par rapport à un PM, c'est quoi? Top, merci beaucoup. Et tu parlais de question suivante. Donc pourquoi c'est un souci de faire une différence entre PO et PM? En fait, c'est pas hyper compliqué. Tout d'abord, on sait que le PO va se retrouver entre guillemets cantonné à l'équipe de réalisation. Ça veut dire qu'il perdra le sens, il perdra un lien qui est très fort qu'on peut appeler discovery, qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs, et se retrouve vraiment très orienté fonctionnalité, voire délivré. Alors que le PM, puisqu'on est dans une logique de dissociative, lui sera beaucoup plus proche des problématiques, mais tombera dans les queues de plus comprendre la réalité du terrain, au sens où il y a toujours des enjeux sur un produit, technique, fonctionnel, voire organisationnel, et s'il se retrouve pas forcément dans ce quotidien-là, et prend un peu le trait de proposer des solutions, voire impose des solutions à son PO, il n'a plus la capacité de se dire, ou en l'enjeu de se dire, est-ce qu'on en est capable? Est-ce que la partie réalisation, les équipes techniques, son équipe technique sera à même d'y arriver? Est-ce qu'il y aura des problématiques par rapport à ça? Et ne sera pas capable de suivre l'avancement de sa réalisation et donc perd un peu pied. Et donc cette dichotomie, qui normalement se fait sur un seul rôle qui permet de construire des bonnes solutions, induira forcément des effets de, voilà, un peu pervers dans ce type d'organisation où on ne sait pas trop voilà, comment ça va s'organiser d'un point de vue réalisation et on ne sait pas trop globalement à quoi ça va servir. Et forcément, si on tombe dans cette organisation et cette culture, ça crée des effets pervers qui sont très liés au feature factory hein, et qu'on amplifie. Voilà. Ouais, puis surtout, Christophe. tu vas complexité. Tu vas complexifier la chaîne de décision. Je te donne un exemple. Je sais pas, tu as, un stakeholder qui a une urgence, qui vient voir le PO, par exemple. Le PO doit prendre une décision tout de suite. Je sais pas, il va décider A. Il en parle un peu plus tard avec le PM qui dit, ah bah non, fallait prendre la décision B. Ah, donc c'est le méga bordel, personne n'est d'accord. Faut se synchroniser, faut rattraper ce que l'autre a décidé. Bref, en gros, tu recrées de la complexité dans un environnement qui est déjà complexe. Là où on essaye de naviguer dans un environnement complexe, t'en recrées encore plus. Comme tu as dit, effectivement, le PM qui est perché, qui est décorrélé vraiment de l'équipe, de la technique, des contraintes et tout. Et puis, de l'autre côté, tu as un PO qui est complètement dépossédé, qui devient en gros véritablement un proxy. Et justement, je rebondis dessus, Nicolas, c'est la vision originelle de Scrum sur le PO, c'est que le PO, en fait, est un PM augmenté. En fait, simplement, PO, comme on dit, c'est une imputabilité. C'est une casquette que quelqu'un va prendre dans une équipe Scrum qui va être en charge de maximiser la valeur et qui va être en charge de gérer le product backlog. Donc, généralement, ça va être un product manager qui va prendre cette casquette. Donc, le product manager va garder
toutes ses responsabilités autour du product management, il va gérer son produit, sa vision, sa stratégie, etc. Et en plus, va prendre les imputabilités du Scrum Guide. C'est-à-dire, en plus, il va devoir maximiser le produit, il va devoir gérer un product backlog, etc. Ce qui nous revient à dire que le PO est un PM maximisé. C'est un PM un PO. Et pourtant, on voit dans beaucoup d'organisations le PO qui se retrouve en dessous et bien en dessous d'un PM. En fait, c'est la Dans même beau personne, PO-PM. dans ouais, dans beaucoup d'organisations, tu as le PM qui fait de la stratégie et le PO qui est là pour faire de l'opérationnel et tu as le PM et ensuite tu as d'autres PO. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'organisations et surtout, dans beaucoup d'organisations Mm. françaises, dans des boîtes quand même plutôt conséquentes. Mais pas de panique. Après, Mmh et e- ouais, exactement. Et donc, l'idée qu'on vous proposait sur ce webinaire, c'était d'être un peu sur le terrain, de se dire, voilà, vous avez des problématiques, c'est pas forcément évident, c'est un peu frustrant. Et on va commencer par une qui est assez classique. Le PM m'impose ses solutions. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure autour des enjeux de réalisation, puisque le PM va arriver souvent avec il faut faire ça. Encore une fois, je suis dans un modèle un peu caricatural, hein, ça se passe pas toujours comme ça, mais voilà, si on est dans une logique un peu top-down, le PM il arrive, il dit voilà, il y a un enjeu business, faut qu'on fabrique ça, je caricature, le concurrent il fait ça, faut qu'on soit capable de le délivrer vite, et donc il peut arriver même avec limite une solution qui est un peu bornée, voire wireframée, voire maquettée. Et donc on se retrouve relayé à prendre ça, de le découper en US, en spec, et devoir le délivrer avec son équipe. Et ce que je disais par rapport à ça tout à l'heure, moi ce que je propose, c'est surtout d'être plutôt dans un modèle, et on reviendra souvent sur ça, sur un modèle plutôt d'autonomie, à savoir que le PM, c'est très cool le job qu'il fait, c'est très cool le sens et les insights qu'il apporte, la relation qu'il peut avoir avec les stakeholders, avec d'autres entités qui peuvent être le market, le business, etc. Et ça, c'est fondamental. Et d'amener ça, tous ces éléments, autour d'un atelier qu'on dira de co-conception. Alors, il y a différentes pratiques, hein. Souvent on parle de story mapping, mais cette phase de co-conception avec l'équipe de réalisation va vous permettre d'avoir une discussion très puissante d'un point de vue POPM, puisqu'on est dans ce modèle d'organisation, avec l'équipe de réalisation, et de pouvoir construire une solution à quatre mains. Et c'est ça qui va devenir intéressant, c'est que cette discussion va permettre au PM de comprendre tous les enjeux auxquels il n'a pas accès habituellement, et définir avec son PO, bah voilà, les éléments structurants de la démarche de réalisation, c'est-à-dire on va essayer d'extraire ce qu'on appelle régulièrement un MVP, en tout cas un asset minimum fonctionnel, pour délivrer très rapidement quelque chose qui permettra de valider ou d'invalider une direction, une hypothèse. Et en fait, c'est ce modèle d'organisation, quand on a ces deux rôles, qui permet de recentrer l'équipe sur sa capacité à produire des bonnes solutions et surtout une bonne démarche de réalisation. Et ça nous permet voilà, d'être beaucoup plus à l'aise dans notre capacité à délivrer et à respecter certains engagements qui sont liés, on en parlera tout à l'heure, qui peuvent être liés au roadmap. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? J'ai trop parlé, c'est ça? non, Moi, j'ai ça va. quelques hacks, si tu veux, j'en utilise Ah, 5 en général. Moi, le premier, bah, forcément, comme tu disais, on revient au problème. On revient au why, en fait. C'est, OK, tu veux qu'on fasse ça, mais c'est quoi le problème à résoudre, en fait? En faisant ça, en fait, tu refuses pas frontalement. Tu lui dis pas un non frontal, on arrête tout. En fait, au contraire, tu es en train d'ouvrir une conversation sur le besoin réel, tu vois, tu es en train d'ouvrir sur autre chose. Mon On deuxième met hack, c'est l'utilisateur au milieu, au final. oui, Comment ça va exactement, servir l'utilisateur? Parce qu'au final, on fait du produit pour ça. C'est pour exactement. l'utilisateur. Mmh, Start with why, mmh. l'utilisateur au centre. Le deuxième, c'est tu proposes des alternatives. Il t'impose des solutions, mais tu dis, OK, tu es en train de proposer X, mais je peux te proposer deux autres façons plus simples de faire ou plus rapides pour adresser le même besoin. Tu vois, peut-être qu'on peut valider, comme tu disais, une espèce de MVP, Nico, un truc un peu plus simple à faire. Tu proposes des alternatives. Mon troisième hack, c'est, ouais, t'amènes de la data. T'amènes du terrain. OK, on a testé ça avec 5 utilisateurs, ils comprennent toujours pas le besoin. Le taux de clic, je sais pas, il est à 3%. Et c'est pas terrible, ça sent le flop, tu vois. Juste en amenant de la data, ça permet de recentrer les discussions. Il y a aussi un truc qui est puissant, c'est les postures miroirs. C'est, tu sais, tu lui poses la question, OK, mais qu'est-ce qu'on cherche à apprendre avec cette solution-là? Qu'est-ce qu'on veut valider? Comment tu verras que c'est un succès? En fait, tu le fais réfléchir.
tu retransformes sa solution en hypothèse produit. Tu vois le truc? Tu es en train de retourner sa tête. Et puis surtout, garde en tête de jamais oublier ton rôle de PO. La responsabilité principale d'un PO, c'est de maximiser la valeur du produit, c'est pas d'exécuter. Donc c'est Et important d'écrire des vraiment de specs. rester factuel et garder sa Ouais. boussole en main. Ne jamais oublier le principal de l'agilité, c'est que le PO, il est là pour apporter de la valeur au produit. Absolument. Et Exact. ça, on a Impact tendance à produit, beaucoup besoin l'oublier. utilisateur. Ouais, complètement. On a tendance à le perdre de vue, mais tout à fait, c'est ça. Trop bien. Jean-Christophe. Oui, mon rôle est partagé. Alors, j'ai rigolé au début quand j'ai eu PDT, je me suis dit pomme de terre. Alors si je commence à partager mon rôle avec une pomme de terre, ça va être compliqué. Bah, tu m'as dit c'est product designer PDT, c'est ça? Product designer, PPO. Donc pour ceux qui connaissent pas, proxy product owner, le PM, donc le product manager et chef de projet. Comment est-ce que je m'en sors? Moi, je vais répondre à un truc simple. Si tout le monde tient le volant, à un moment, c'est normal qu'on parte tous en tête à queue. Tout le monde va vouloir tourner le volant dans une direction, ça va partir dans tous les sens. En fait, le problème, c'est pas de bosser à plusieurs sur un produit, c'est le fait qu'on n'ait pas clarifié qui fait quoi et surtout qui prend la décision finale. C'est ça le vrai problème. Donc moi, les hacks que j'utilise perso, le premier, ça va être déjà de jouer carte sur table. Déjà, je rappelle les responsabilités du PO et pourquoi c'est moins efficace d'avoir plusieurs décisionnaires. On l'a vu un petit peu avant. Je vais aussi montrer les conséquences du flou. Vous voyez, à cause de ça, toutes les semaines on change de direction, on a déjà fait 3 allers-retours sur une story parce qu'on est incapable de trancher. Vous voyez tout le temps qu'on gaspille, c'est fou. Et puis après, clarifier le qui fait quoi. Moi j'aime bien faire un atelier sur les responsabilités, un atelier sur les attendus, pour clarifier vraiment qui s'occupe de la vision, de la strat, de la disco et tout. Et vous allez voir qu'en même temps, il y a 3 personnes qui vont lever la main. C'est moi qui fais la vision. Comment ça, il y a 3 personnes qui font la vision? Et qui est responsable? Là, il n'y a plus personne. Tout le monde regarde ses pompes. Donc ça, c'est bien pour remettre à plat. Mon deuxième axe, c'est faire le ménage. Il y a des rôles, honnêtement, c'est des stakeholders déguisés. Ok, un chef de projet, c'est un stakeholder déguisé. Je sais pas ce que vous en pensez, Nico élu. Si, si. Si, si. Si, Bah, quand puisqu'il même n'a pas de assez. rôle opérationnel. Il n'a pas de rôle opérationnel, donc ce qu'il peut faire là. Après, on peut débattre de quelle valeur tu peux apporter à l'équipe, quelle aide. Pourquoi pas? Mais fondamentalement, il participe pas à la réalisation, peut-être le travail en amont, mais il est forcément en lien avec quelqu'un. Bien sûr. Ton product designer, c'est un expert aussi. Donc, c'est Ouais. important de les impliquer dès le début dans la définition de la vision, dans la définition de la strat, de collaborer avec eux tout le long du sprint, les inviter au sprint review, pourquoi pas au refinement aussi pour donner un coup de main. Euh, je fais un petit focus, un petit effet de loupe sur le PPO. Des fois, si vous creusez bien, le PO, c'est le vrai PO. Et en fait, le PO, c'est quelqu'un du métier qu'on a posé là, parce que c'est quelqu'un qui est décisionnaire, mais qui n'a pas le temps de gérer la maximisation de la valeur, etc., gérer le product backlog, l'équipe et tout. Il n'a pas le temps. Donc, si vous êtes vous-même le PPO, essayez de rassurer votre PO en disant que justement, on va continuer à collaborer ensemble de très près, je vais t'impliquer dans les décisions, tu vas être impliqué dans la stratégie, dans la vision et tout, mais je te décharge de toutes ces responsabilités hyper chronophages pour toi et je prends la casquette de PO. Pour le chef de projet, moi, ce que j'avais fait une fois, c'est que on avait nommé un PO et le chef de projet est devenu partie prenante, il est devenu stakeholder. Donc, le rassurer aussi en disant, tu vois, le PO, il va discuter avec toi tout le long, il va gérer des choses pendant le sprint et on va t'inviter au sprint review. On va discuter de l'avancement vers l'objectif de sprint, on va discuter du budget, etc., etc. Comme ça, tu vois, tu le remets un peu à sa place et tu lui enlèves tous ces trucs-là un peu chronophages. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Nico, Luc, est-ce que Ouais, vous avez ouais, aussi si, des si. petits hacks? C'est un très bon point de vue. Surtout qu'il y a de plus en plus de rôles maintenant que tu partages maintenant, puisqu'il y a les rôles de PMM qui arrivent très souvent, Product Marketing Manager. Et tu as aussi beaucoup de commerciaux qui sont très impliqués ou qui veulent en tout cas beaucoup s'impliquer sur le produit. Et du coup, ça donne souvent des problématiques de priorisation, etc. C'est pour ça que c'est important souvent d'organiser des kick-offs ou des choses en particulier pour pas justement faire plein d'allers-retours et surtout pour être sûr qu'on puisse vraiment se partager le travail et que ce soit vraiment constructif. Juste, faites appel à un ami. Tout ce qu'a dit Jean-Christophe, c'est quand il prend le lead. Mais en fait, quand il prend le lead d'organiser rôle et responsabilité, ce genre de choses, c'est parce qu'il intervient. Et donc, n'hésitez pas. Moi, pour l'avoir vécu, hein, on est venu me chercher parce que voilà,
entre les product designers qui a un rôle qui émergeait et les PM, c'était très compliqué, ils savaient plus trop qui était responsable de quoi dans le discovery, ce genre de choses. Donc c'est important à un moment que quelqu'un un peu neutre, plutôt agiliste, Scrum Master, qui a un peu l'habitude de ça, organise un atelier, rôle et responsabilité pour essayer de clarifier voilà globalement où on en est. Attention, c'est quelque chose qui se fait pas d'un coup, c'est plutôt quelque chose d'empirique, donc on pose une ébauche de rôle et responsabilité et puis ça se retravaille dans le temps. Il faut être assez bienveillant, plutôt empathique pour éviter voilà, parce que ça gratte hein, entre ah non mais moi j'imaginais que j'allais faire ça, c'était ça que je voulais faire. Et bah la réalité, parce que si vous êtes trois dessus, ça va être compliqué. Bah, ça veut dire qu'à un moment, faut y aller avec souplesse et comprendre que bah, on va tester des choses et que c'est pas définitif, mais que voilà, on se permet d'organiser, de tester des choses. C'est un travail empirique. Voilà pour moi. Je me permets d'avancer. Le temps défile. Un sujet, Lucille. Je viens d'arriver sur une mission. Je dois faire quoi le premier mois? Bah, vu qu'on est en train de parler de hack et que moi j'ai pas mal été product manager et first product manager en plus, je vais donner plutôt la technique de hack. Qu'est-ce que tu dois faire même avant ton premier mois? Et c'est surtout là où ton rôle il va pas mal se jouer. C'est au moment en fait de tes entretiens et au moment où tu commences à avoir un petit peu l'offre d'embauche dans les mains. Si tu attends le premier mois pour faire comprendre c'est quoi ton rôle de PM ou de PO, souvent, tu vas avoir une déception. Je sais pas si je suis la seule à avoir eu cette problématique, mais tu passes plein d'entretiens pour un poste de PM ou de PO, tu passes un use case qui souvent est quand même assez long, tu es pris, tu arrives et tu pas du tout ce qu'on t'a promis sur la fiche de poste et alors le use case que tu as passé, tu te demandes pourquoi en fait tu l'as passé parce que du coup en fait on te donne rien à voir avec ce que tu as fait en use case. C'est quand même extrêmement frustrant donc moi la technique c'est plutôt de demander pendant les entretiens, pendant que vous mettez d'accord au moment de l'embauche et de dire: «OK, moi j'arrive, c'est cool, vous voulez un PM et cetera, vous avez des envies sur ce que veut un PM et cetera. Vous attendez quoi de mon premier mois chez vous? Quand j'arrive, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement?» Et de là, bien essayer de bien construire, en fait, votre arrivée et comment va se passer votre premier mois. C'est-à-dire, est-ce qu'il va plutôt attendre de vous que vous mettiez les mains dans le cambouis pour le produit? Est-ce que, il va plutôt attendre que vous travailliez en direct avec les techs? Que vous compreniez mieux le marché. Chaque boîte est très différente et c'est à vous de construire en amont, en fait, de votre arrivée, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que la personne qui vous recrute attend de vous. Ça, c'est très important et surtout si vous arrivez en tant que first PM, parce que ça crée souvent de très grosses tensions puisque nous, on est là pour poser les jalons et bien souvent, on arrive sur des postes où on attend de nous, qu'on fasse les pompiers sur à peu près tout et qu'on soit là un petit peu pour écrire de la spec et comprendre le marché, et cetera. Sauf que vous pouvez pas tout faire non plus. Donc vraiment, ça, j'insiste là-dessus, c'est l'un de mes plus gros regrets quand je suis arrivée sur les postes de first PM ou sur les postes après où j'ai travaillé, et cetera. Ça a été de pas m'être mise d'accord sur ce qu'on attendait moi le premier mois et ce que moi je voulais apporter sur le premier mois. Donc ça, c'est le meilleur hack que je peux vous proposer. Jean-Christophe, est-ce que toi, tu as des propositions aussi à faire là-dessus? Alors, bah, vous l'avez vu il y a pas longtemps, j'ai développé une petite méthode qui s'appelle GOAL, Mmh, G-O-A-L, glaner, orienter, agencer, livrer. Effectivement, les premiers mois, bah, tu observes. Tu observes beaucoup, tu écoutes tes parties prenantes, tu étudies l'histoire, du produit, tu analyses le marché, tu vas voir tes utilisateurs, tu les observes, tu observes l'équipe, tu analyses les métriques et moi, j'aime bien poser, la question un peu hack: «C'est quoi le truc le plus débile qu'on fait, qu'on pourra arrêter de faire?» Ça déjà, ça calme tout le monde le premier mois. Oh là, le gars, il arrive, déjà, il plaisante pas. Après, ce que je fais, c'est que j'essaye d'aligner tout le monde sur ce que c'est que la valeur. Ça veut dire quoi la valeur? Parce que ça peut être de la valeur économique, de la valeur environnementale, en fonction de ton organisation, de tes utilisateurs. Donc déjà, définir la valeur. Ensuite, évidemment, si elle n'existe pas, construire une vision, une stratégie, construire des métriques pour piloter les décisions. Et moi, mon double axe, c'est d'intégrer les développeurs dedans et d'intégrer évidemment les mmh, stakeholders. Parce que vous allez le voir plus tard, quand on leur donne du ownership aux développeurs, ils vont pouvoir faire plein de choses en plus. Et là, ça va être juste incroyable pour le PO. Après, évidemment, tu bosses ton backlog, tu définis tes hypothèses, tes expérimentations. Euh, mmh.
Tu te fais une petite stratégie de collaboration aussi, tu sais, avec tes stakeholders. Une petite carte des alliés, une petite carte intérêt-influence pour savoir quel canal de communication je veux utiliser, qui j'invite au review, qui je tiens au courant, etc. Et puis surtout, commence à livrer des premiers succès tangibles. Ça, j'aime bien, puisque si on peut faire très peu d'efforts et livrer un truc qui est vraiment attendu, un méga irritant, là, bim, tu marques des points le premier mois, c'est banger. Mais pour ça, faut déjà avoir écouté et observé avant. Et toi, Insiste Nico? lors de ton premier Mm. Non, vas-y. Premier mois pour vraiment avoir des chiffres, avoir accès aux utilisateurs. Ça, c'est aussi, moi, une erreur que j'ai faite dans une de mes précédentes boîtes. Data et utilisateurs, c'est absolument game changer ton premier mois déjà pour avoir vraiment des vrais retours factuels et non biaisés. Parce que souvent, tu te retrouves avec des stakeholders qui ont leur propre avis sur le produit, ce qu'il faut faire, etc. Mais par contre, la data et les utilisateurs sont là pour t'aider justement dans ton argumentation. Et le premier mois, ça, c'est vraiment très, très important et je pense que ça peut faire toute la différence. Exact. Et toi, Nico? Nous avons perdu Nico. Tu es muté, Nico. Ah oui, pardon. Je parlais Nico, il donc. faut des tests. Ok, alors je disais juste, il faut qu'on aille assez vite et vous avez été extrêmement exhaustif. Il y a des choses à rajouter, mais c'est déjà, s'ils font tout ça, je trouve ça plutôt très chouette. Je vais plutôt enchaîner sur la problématique assez classique de la roadmap qui m'est extrêmement imposée et donc je galère à la délivrer. Voilà, c'est le sujet qui revient très régulièrement. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, hein, la co-conception, c'est un peu mon mojo clé. Souvent, ce que j'ai entendu de la part des PM légitimement, c'est quand on est dans voilà, une organisation très solution, feature factory, peu importe le nom qu'on lui donne, voilà, faut envoyer de la feature, on sait qu'on va pas revenir dessus. Ça, c'est un principe de base, c'est même un paradigme. Donc, on a un one shot pour faire la feature la mieux possible. On aime nos clients, on aime notre produit, donc on va imaginer la meilleure feature du monde. Et on ne reviendra jamais dessus. Je ne rentrerai pas dans le détail des impacts du fait de jamais revenir dessus, mais c'est surtout qu'on pense la feature parfaite, la plus idéale possible, et donc elle est hyper coûteuse. Et donc on passe son temps mécaniquement à être à la bourre. Et ça, c'est Et quand vraiment elle le truc. marche pas, c'est pire. Alors, voilà, c'est la direction qui arrive et qui se dit, putain, tout ça pour ça. Non, voilà. On revient sur un modèle d'hypothèse, on revient sur un modèle de delivery itératif, de MVP. Il faut délivrer le plus vite possible quelque chose à moindre coût. Se garder du carburant sous le coude si jamais il y a des problématiques, si on veut rajouter un peu de qualité, si on veut l'améliorer. Mais voilà, il y a toujours des enjeux auxquels, des impondérables auxquels on n'a pas pensé, qu'ils soient techniques, qu'ils soient fonctionnels, peu importe. Donc si on est en mode mini-cycle en V, sur toutes ces features, et comme tout bon mini-cycle en V, on ne tient jamais les délais, on est forcément dans un mécanisme d'être à la bourre constamment. Donc voilà, reprenez la main avec votre équipe, ça leur donnera du sens, de la maîtrise, ils attendront pas on en parlera tout à l'heure, mais des specs parfaites. Reprenez la main sur ce que vous allez réaliser au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien Ouais, ramener moi je aussi suis d'accord. de la data, tu sais. Plus tu vas mettre de la réalité sur la table, plus tu vas rendre visible le non-sens, tu vois. De dire, ouais, en fait, cette feature-là, elle a pas vraiment l'impact business qu'on attend. En attendant, il y a 45% des utilisateurs qui sont bloqués sur X ou Y sur le produit, tu vois, histoire de dire, OK, tu es en train de m'imposer une roadmap, mais en fait, il y a peut-être des trucs un peu plus importants ailleurs. Tu vois, ce use case-là, il y a que 3% des utilisateurs qui s'en servent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, l'idée, c'est peut-être aussi la rendre vivante. Comme tu disais, remettre de l'agilité dedans, revenir au MVP, refaire des versions plus light. Moi, j'aime bien, tu vois, pour la rendre vivante, utiliser. Alors, vous connaissez certainement hein, la Goal Oriented Roadmap de Roman Pichler. Ça Ouais. nous permet vraiment de nous fixer des objectifs à chaque fois à 3 mois. Bien sûr. On peut appeler ça des objectifs produits, comme dans Scrum. On se fixe un objectif à 3 mois, on l'atteint, puis on saute à un autre objectif produit, etc. On a des métriques qui nous permettent de voir comment on progresse et ça évite de bosser en mode feature factory. Et ça, franchement, c'est vachement intéressant. Lui, Ouais. t'en penses quoi? Mais je suis complètement d'accord avec toi et de toute façon, j'ai tendance, moi, à ne plus accepter des roadmaps qui sont de toute façon des listes de features. Voilà, pour moi, c'est un non-sens global. J'aime bien les roadmaps qui sont retravaillés tous les 2 mois ou tous les trimestres parce que, bah, en fait, ça permet de voir le changement de priorité. Ça permet de le partager à toute la boîte pour que tout le monde ait une vraie, en fait, carte de où on avance et pourquoi. Et surtout, moi, je veux plus de roadmaps qui sont plus chiffrés. Tu sais pas pourquoi.
En fait, tu as l'impression que ça a été fait un peu au doigt mouillé, alors que la roadmap, c'est censé avoir un vrai goals derrière, où vraiment tu te dis: «Bon, bah, voilà, on veut attendre, tel pourcentage d'acquisition, tel pourcentage, de taux de churn en moins et cetera et voilà pourquoi on avance sur cette roadmap, avec cette roadmap». Donc pour moi, elle doit être vivante et effectivement, plus on te l'impose, si toi, tu as pas été consulté et que tu as pas été, entre guillemets, «partie prenante de validation» sur cette roadmap, en général, tu es sûr que tu vas droit dans le mur. Donc voilà, la chiffrer, mettre de la data et vraiment, la partager à toute la boîte pour que tout le monde avance dans la même direction et surtout à l'équipe tech. Trop bien. Christophe, J'ai j'ai trop de trop de taf, taf. j'ai pas le temps de bosser sur autre chose que mon backlog. Ouais, et en fait, en faisant ça, tu oublies vraiment ce qui compte, c'est-à-dire maximiser la valeur, être focalisé sur les utilisateurs. Ça, c'est un problème. Moi, j'ai 4 hacks là-dessus. Le premier, c'est déjà, je délègue la gestion du backlog à mes développeurs. Évidemment, je garde le dernier mot dessus. En tant que PO, j'en reste imputable. Et pour ça, ce que je fais, c'est que dès le début, moi, je les implique dans la conception du produit, les développeurs, pour qu'ils aient du ownership et de l'autonomie. Je les invite à participer à la vision, à la stratégie, à la discovery. Je leur fais rencontrer des utilisateurs. Et ce que je fais même avec mes équipes, c'est que je leur fais directement remplir les fiches persona. Donc, les développeurs vont observer les utilisateurs, ils vont même les interviewer eux-mêmes, et ils remplissent directement les fiches. Et après, on va bosser ensemble le parcours utilisateur. Donc ça, dès le début, ils sont impliqués dans le produit, ils ont du ownership produit et c'est beaucoup plus simple après pour leur dire les gars, est-ce que vous êtes OK, les gars, les filles, pour gérer le backlog avec moi? Et donc comme ça, ils vont vous décharger grandement. Le deuxième, moi, c'est je me dégage du temps. Comment je fais? Bah, je dis non. Je dis non à ce qui me bouffe du temps. J'ai par exemple un atelier que j'aime faire avec mes équipes ou à moi-même, c'est un atelier de tri dans les réunions. Tu vois, qu'est-ce qui demande de l'effort, qu'est-ce qui apporte de la valeur pour moi, pour les autres, etc. Ça me permet d'y voir plus clair et de faire un peu le tri. Ou alors simplement une matrice d'Eisenhower, urgence, importance, ça aide un peu. Mon troisième hack, moi, c'est me rappeler que ma mission principale, c'est maximiser la valeur du produit. C'est pas être l'esclave de Jira. Donc, je choisis mes batailles et je me focus vraiment sur ce qui crée de l'impact. Et pour ça, j'ose déléguer à mes équipes. Et le quatrième, et là j'ouvre un entonnoir inversé, c'est un sujet qui est assez à la mode, c'est l'IA. Aller creuser vraiment du côté de l'IA, de voir comment elle peut vous aider dans l'écriture des items de backlog. D'ailleurs, tiens, dites-nous dans les commentaires, on dirait un youtubeur, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'IA, comment vous Trop bien. utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah d'ailleurs, Nico et Luc. N'importe quoi. Euh, Rapidement, il nous reste peu de temps, juste en 2 secondes. Moi, ce que j'aime bien, le conseil que je donne, c'est déjà maîtriser une vision un peu plus macro de son backlog. Maîtriser dans sa tête, en termes évidemment de valeur, mais sur les initiatives. Parce que le défaut un peu des backlogs, particulièrement quand c'est mal maintenu sur Jira, etc., c'est que c'est une suite infinie de user stories, on n'y voit plus trop clair, on essaye de les prioriser entre elles, mais ça veut pas dire grand-chose, on va chercher du RICE, mais on est perdu. Voilà, d'avoir déjà un epic management, voire initiative management quali, de se dire voilà, c'est des sujets que je vais aller traiter en premier, ce qui permet le niveau de granularité des US en dessous de l'oublier en termes de priorisation et ça permet de reprendre beaucoup d'air. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ce que je tiens à ajouter, c'est, ouais, effectivement, tu as trop de taf et tu pas le temps de bosser, en fait, sur autre chose que ton backlog. Ben, fais attention parce que ça, c'est typiquement ce qui va t'enfermer dans ton rôle de secrétaire de backlog ou même de Jira Monkey, ce que j'appelle comme ça. C'est-à-dire que plus on va t'alimenter dans la backlog, plus on va t'alimenter en spec et plus on va juste te dire, tiens, occupe-toi de la spec, je m'occupe du reste, etc. Et plus, en fait, on va t'éloigner de la discovery et des choses qui sont importantes, en fait, dans ton rôle aussi de produit. Donc, c'est aussi à toi de prendre des temps de pause et de dire, stop, je sors de mon backlog et je fais autre chose. Je me rapproche de l'utilisateur, je fais des ateliers avec les product designer, moi par exemple, je fais beaucoup d'ateliers utilisateurs avec mon product designer. Je vais faire un peu de PMM, je vais marketer un petit peu plus ma fonctionnalité. C'est à toi de vraiment mettre des stops et de faire des temps de pause pour vraiment faire autre chose que secrétariat de backlog, faire de l'aspect, etc. Et ça, c'est très important. Voilà, Eh ben, je me pour moi. permets d'enchaîner, puisque c'est Ouais, aussi ton tu peux. sujet. Comment on fait pour sortir du cadre et des bonnes habitudes Ouais, des développeurs qui veulent des specs être parfaites, au parfaite. cordeau? Je me sens seule à tout porter apporter le produit à bout de bras. Eh ben, ça fait partie essentiellement de l'organisation et je pense que c'est un travail à faire avec eux.
tranquillement, de aussi leur poser des questions sur leurs idées au niveau du produit, qu'est-ce qui les dérange dessus, comment est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils font que du code ou est-ce qu'ils veulent un petit peu plus s'impliquer sur le produit? Et ça, c'est à nous de les sortir de ça. C'est à nous de les sortir de la spec parfaite. Tiens, je te donne une spec, juste vas-y code. Parce que ça, c'est pas un métier de développeur, c'est un métier de codeur. Et en fait, je pense que tout le monde a son rôle à jouer sur le produit et en grande partie les développeurs, ils le codent. Donc forcément, ils savent, ils connaissent encore mieux le produit souvent que le PM ou que le PO. Donc, c'est aussi un petit peu à nous de les sortir de ce rôle-là et de leur dire, bah, viens, partage avec moi tes idées, partage avec moi ce que tu souhaites, de les emmener avec nous sur les tests utilisateurs, de les emmener avec nous. Moi, il y a un challenge que j'aime bien faire avec les développeurs, c'est de leur dire, tiens, tu as développé une fonctionnalité, cool, on va faire une petite vidéo explicative. Le thème, c'est ça. Fais la petite vidéo explicative de 1 minute 30 aux utilisateurs. Comme ça, déjà, ils verront ton visage parce que c'est quand même toi qui l'as développé. Donc, faut rendre à César ce qui est à César. Et vas-y, explique la fonctionnalité que tu as développée. Et souvent, ils sont super fiers de le faire. T'en as quelques-uns qui sont très timides et qui osent pas, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui existe grâce à eux parce que c'est eux qui sont derrière en train de faire toutes les lignes de code, de faire la réflexion, etc. Donc, c'est important de les prendre dedans. Donc, je reprends la phrase qu'il y a dans Dirty Dancing, on laisse pas bébé dans un coin. Et ben, dans la tech, on laisse pas les devs dans un coin non plus. Je sais pas ce que t'en penses, JC, ou ce que t'en penses, Nico, mais Carrément, carrément. C'est des très, très bons points. C'est important aussi de se rappeler qu'on est dans un monde complexe, incertain, et qu'il faut rendre l'incertitude visible. À un moment, il faut réexpliquer aux devs, on n'est plus dans une gestion de projet traditionnelle où justement on définit toutes les choses à l'avance dans du prédictif. Aujourd'hui, on est dans de l'adaptatif. On casse le risque via des itérations, on casse le risque via des événements récurrents où justement on va inspecter, adapter des choses. Et ça, il faut se dire, ne gaspillons pas notre temps et notre énergie à vouloir surdétailler des choses qu'on va découvrir en cours de route, qu'on va clarifier en cours de route, parce que ça crée du gaspillage. Donc voilà, il faut se dire ce besoin, on ne comprend pas encore à 100%, on en discute ensemble et puis on va voir au fur et à mesure, ça va s'éclaircir, le travail va émerger, etc., etc. La deuxième, et ça va choquer des gens, j'évite moi d'avoir une definition of ready. Déjà, la definition of ready, si vous voulez, ça fait pas partie de Scrum, donc vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser si vous voulez pas. Moi, la definition of ready, le problème que je vois derrière ça, c'est une pratique complémentaire que beaucoup utilisent, c'est que ça recrée une espèce de stage gate projet. Ça crée une espèce de moment de conception, une espèce de couche de contrôle qui va servir d'excuse, en fait, pour pas démarrer quelque chose tant que c'est pas nickel. Et moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que souvent, bah, il y a des problèmes de confiance derrière, une crainte de se faire taper dessus. On travaille pas dessus tant que c'est pas nickel. Donc, il y a peut-être du boulot à faire sur la sécurité psychologique et le droit à l'erreur là-dessus. Et faites-vous aider de votre Scrum Master. Et troisième, bah, effectivement, comme tu disais, lui, je vais plus loin, je vais partager ma vision aux développeurs. Je les intègre directement à la vision. Je vais pas juste partager mes tickets. Parce que quand les développeurs ils comprennent le pourquoi, en fait, ils deviennent vraiment moteurs sur le comment. Et le PO, moi j'aime bien dire que c'est un catalyseur d'intelligence collective. S'il donne la solution, il est dans le comment, tout le monde va attendre des trucs détaillés. S'il est dans le why et le pourquoi, c'est open. Équipe autogérée qui va se faire plaisir, créativité, motivation, etc. À 2000%. Co-conception, réalisation de backlog à la sortie d'un story mapping. Voilà, c'est le truc que j'aime bien lancer. Ça permet aux équipes de prendre la main sur le découpage. On n'est pas encore en train de parler de spec, on parle de sens. Voilà, ça change beaucoup de choses. On est plutôt arrivé au bout, il nous reste 2 minutes. Est-ce que ça, on est capable de le faire en 30 secondes, JC? Ouais, je donne mes 6 trucs directs. Comment on dit non à Ah, des 6. stakeholders? Ah ouais, 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 mais moi j'en ai plein. Le premier, allez, vas-y. vous les rattachez à Vas-y, la JC. vision. On se raccroche à la vision. Je dis non parce que la demande n'est pas alignée avec la vision. La vision, on l'a travaillé ensemble, stakeholders, PO et tout. Donc c'est facile de les remettre dessus. Mon deuxième point, c'est parler thunes. Ok, alors ça, ce que vous nous demandez, ça va prendre 3 semaines à l'équipe de le faire. Une équipe, ça coûte tant par sprint. On sait combien coûte une personne à la journée. Une équipe coûte tant par sprint. Ça va nous coûter 30 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 30 000 euros là-dedans? Le troisième point, c'est j'expose des datas concrètes, des vraies données du marché, des retours utilisateurs, des tests utilisateurs. Au moins, ça calme les délires. On dit non parce que
On a été voir les utilisateurs, etc. C'est pas quelque chose qui est attendu du tout. Mon quatrième point, c'est j'aime bien faire rencontrer les utilisateurs aux stakeholders, qu'ils aillent les voir, qui connaissent le terrain, qui vivent leur vie, qui connaissent les irritants. Ça les fait revenir sur Terre et ça évite de partir dans tous les sens dans les demandes. Mon quatrième point, c'est j'ordonnance le besoin avec mes stakeholders. Je vais discuter criticité, valeur business, risque. Quel risque on est prêt à prendre pour travailler en priorité sur leurs demandes par rapport à d'autres choses qu'on va laisser de côté. Ok, on prend ça, mais qu'est-ce qu'on enlève à la place? Et ça, souvent, il n'y a plus personne derrière. Et mon sixième point, je les gère en groupe. Parce qu'il y en a un qui va demander tel truc, l'autre qui va demander tel truc, l'autre qui va demander tel truc. Je les mets tous dans une même salle, les stakeholders. Sinon, je pète un câble. Je veux pas faire passe-plat, je vais me faire bouffer. Donc, je les mets tous dans une même pièce. Ils se parlent ensemble et on va trouver un accord en remettant de la data, de l'utilisateur, de la thune et de la vision. Normalement, on est capable de dire non à des parties prenantes sans pour autant les vexer. Trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez, lui et Nico? Moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on Rien va à pas dire. avoir le temps pour les questions perso, mais Ouais, parce qu'il est déjà 14 heures. Si vous êtes OK, exactement. je fais juste la conclusion. Moi, je voulais parler des 5 gros red flags sur notre poste, mais en réalité, il y a peut-être pas besoin des 5 gros red flags. En fait, le plus important, c'est si dans votre boulot, on vous a embauché en tant que product manager ou PO, qu'on vous a dit que vous étiez là pour avoir du ownership sur le produit, etc., et que vous vous retrouvez dans un poste où vous n'êtes pas respecté, où on vous écoute pas, vous êtes juste là pour faire de la dactylo et qu'à chaque fois vous osez dire votre désaccord, que vous avez l'impression d'avoir insulté tout le codir en allemand, ou d'autres personnes, juste parce que vous avez osé dire non, je suis pas d'accord avec cette décision, etc., c'est peut-être qu'il est temps de changer. Le rôle du PO ou du PM, il n'est pas encore bien compris. Ça reste encore des effets de mode sur pas mal de choses. On ne sait pas toujours trop comment placer le PM, sachant que ça peut créer des fois des rixes avec d'autres personnes qui avaient ce rôle-là avant sur le produit. C'est pas grave. Nous, on a essayé de vous donner des hacks. On en a d'autres. N'hésitez pas à venir nous parler d'ailleurs pour qu'on puisse en discuter si ça peut vous aider, avec grand plaisir. Mais des fois, si vous sentez que vous êtes maltraité dans votre travail, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas à votre place, ben ça veut dire que vous l'êtes tout simplement pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si toi JC ou toi Nico voulez rajouter quelque chose, mais Non, c'est très bien. Moi, ce que j'aime bien dire, voilà, POPM, voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est quand même des rôles dont l'objectif est de convaincre, faire un peu de lobbying, proposer des choses. Donc, prenez les choses en main. Ne subissez pas votre organisation. Voilà, vous êtes normalement des personnes convaincues, passionnées, qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, vous avez votre produit, mais vous avez vous-même une certaine liberté à prendre et à aller la chercher. Voilà, vous êtes acteur de ça. Je trouve que en termes professionnels, c'est une belle expérience d'essayer de pousser les murs, de pousser les plafonds de verre. Vous apprendrez plein de choses et ça sera profitable pour votre produit. Jean-Christophe? Bravo, c'est super bien résumé. Merci beaucoup à toutes et tous. C'était génial. Merci à Lucille, merci à évidemment. tous. Merci Jean-Christophe. C'était vraiment très très cool. On a Merci passé un Nico de nous super avoir boulot. invités chez Fluo. C'était trop bien. Merci JC d'être venu. Trop sympa. C'était cool de Vous êtes parler chez avec vous. vous sur des sujets passionnants comme ça. Bien. Merci encore. À Bel plus. après-midi Bonne à tout le monde. journée. Salut. Merci. Ciao, ciao. Salut!